pense que vous avez déjà vu des rumeurs un peu absurdes qui font flipper les gens. Par exemple, l'invasion des punaises de lit en France. Et souvent, en fait, c'est rapidement débunké, puis on n'en parle plus. Mais parfois, les gens sont victimes de véritables psychoses collectives. On parle alors à ce moment-là d'hystérie collective, ou même de folie collective, et dont les conséquences peuvent devenir vraiment très sombres. Eh bien, rapprochez-vous, mes poissons zèbres. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du bug de l'an 2000, ou même du nuage radioactif de Tchernobyl. Mais vous connaissez sans doute pas l'histoire du bûcher de Fáité, ou même du massacre d'Haute-Faille, ou même de l'Evans Gate. Eh bien, pour en parler, on va une nouvelle fois utiliser le principe de l'iceberg. Simple, efficace, sublime quoi. On commence donc par traiter le sujet en surface, avec des psychoses collectives assez connues, assez soft on va dire. Puis au fur et à mesure, on plonge dans les profondeurs, les abysses et les ténèbres. Et là, vous allez découvrir des histoires de gens qui, sous l'effet de la panique, peuvent vraiment sombrer dans la violence la plus extrême. Mais avant de commencer, s'il y a bien un truc qui peut faire flipper beaucoup de monde, c'est de se faire pirater ou même espionner quand on est sur Internet. Et pour éviter de psychoter, eh bien, on a le partenaire idéal pour ça. Il s'appelle CyberGhost VPN. Et grâce à eux, vous allez pouvoir protéger votre vie privée en ligne. En fait, CyberGhost VPN permet de chiffrer votre connexion et comme ça, vous échappez au regard indiscret qui voudrait savoir ce que vous faites sur votre ordi ou même votre smartphone. Mais c'est pas tout. En fait, CyberGhost VPN vous permet aussi de contourner les blocages géographiques en choisissant parmi plus de 100 emplacements dans le monde. Et ce qui est pratique, c'est que en gros, si votre contenu est bloqué dans un pays, hop, vous changez de localisation et vous pouvez accéder à des contenus réservés à d'autres pays. Et ça marche avec 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou même Disney+. Et ça vous permet en plus de profiter jusqu'à 50% de contenu supplémentaire. Mais le choix de la localisation, ça peut aussi vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux quand vous faites des réservations en ligne aussi. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez même en faire profiter vos proches, car ce VPN protège jusqu'à 7 appareils en même temps, y compris pour le contenu qui est un petit peu bloqué récemment avec les mesures en France, contenu un peu plus haute. Bref, grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez contourner ces restrictions de manière sécurisée, en choisissant un serveur situé dans un pays où l'accès à ces sites est libre. C'est rapide, privé, totalement anonyme. Bref, CyberGhost VPN, il a déjà conquis 38 millions d'utilisateurs et c'est pas pour rien. Et là, grâce à mon lien en description, vous pouvez profiter de leur meilleure offre à seulement 2,03 € par mois, avec 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Comme ça, vous pouvez essayer ce super VPN sans risque, tout simplement. Mais revenons maintenant à notre iceberg, parce qu'il est temps d'aborder les peurs collectives qui ont poussé des foules entières à se battre, voire même parfois à s'entretuer. Et on attaque en douceur avec la surface. Le bug de l'an 2000. Alors, vous le savez, l'entrée dans un nouveau millénaire, ça a un petit côté fascinant. Ça arrive pas tout le temps, voilà. Et il se trouve que cet événement fut à l'origine de beaucoup de fantasmes à la fin des années 90. D'ailleurs, certains imaginent l'arrivée d'extraterrestres ou même d'autres redoutent la fin du monde. Mais en réalité, c'est un événement informatique qui provoque vraiment une psychose à l'échelle planétaire. Et c'était le fameux bug de l'an 2000. Et là, le principe est tout simple. À l'époque, tous les ordinateurs sont programmés avec un système de dates résumé aux 2 derniers chiffres de chaque année. Et la crainte de l'époque, c'est qu'au moment du passage à l'an 2000, la date des ordinateurs, comme ils sont pas programmés pour aller au-delà de 99, ils reviennent à 0. Et donc, ça nous ferait replonger à 1900. Et le risque aussi, c'est que ce changement brutal de date engendre alors des dysfonctionnements au niveau des programmes. Sauf que si tous les ordinateurs de la planète se mettent à bugger en même temps, c'est la catastrophe assurée. Que ce soit le trafic aérien à l'arrêt, les hôpitaux paralysés, le système bancaire gelé, et j'en passe. Et c'est pourquoi les gouvernements de nombreux pays investissent des milliards de dollars chaque année, quelques années auparavant, pour modifier leur système informatique. Là, les médias et Internet vont alors teaser l'arrivée du bug du siècle jusqu'à la dernière minute, où on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Et du coup, tout le monde s'attend à une catastrophe planétaire au moment précis de l'an 2000, mais ça n'aura jamais lieu. En fait, les entreprises et les administrations ont bien anticipé le coup et il n'y a pas de bug. Juste quelques petits bugs quand même, oui, mais pas ouf quoi. Et donc, tout se passe bien. L'invasion de punaises de lit. Alors bon, pour celles et ceux qui ont déjà eu des punaises de lit dans leur logement, vous le savez, c'est pas ouf, c'est un peu un petit enfer. Elles vont alors se multiplier à vitesse grand V, elles vous piquent, elles vous créent des démangeaisons sur la peau. Et pour s'en débarrasser, faut faire appel à des professionnels et ça coûte cher. Et tout ça, ça peut vous stresser, perturber votre sommeil, affecter vos relations sociales, parce que personne ne vient chez vous de peur d'en choper quoi. Et justement, en 2023, une grande panique collective a lieu au sujet des punaises de lit. Parce que partout, dans les médias et sur les réseaux sociaux, on entend que la France connaît une invasion massive de punaises de lit. On voit alors des punaises de lit partout, dans les transports en commun, les hôtels, les cinémas. Et là, du coup, les gens tout paniqués vont se ruer sur les produits anti-punaises de lit. Sauf qu'en réalité, les autorités ont déclaré que c'était complètement faux. En fait, il semblerait que ce soit la Russie qui, en désaccord avec la France au sujet de la guerre en Ukraine, aurait monté de toutes pièces cette invasion de punaises de lit. Et en effet, le but, c'était de faire monter la rumeur sur les réseaux sociaux, afin notamment de perturber l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Là, des profils en ligne pro-russes allaient jusqu'à même dire que les réfugiés ukrainiens étaient porteurs de punaises de lit. La guerre a été déclarée.
Les Haïtiens de Springfield. Alors en 2024, donc pareil récemment, lors du débat présidentiel, eh bien Donald Trump a relayé une fausse rumeur, mais vraiment à caractère raciste, parce que selon Trump, dans la ville de Springfield, dans l'Ohio, eh bien des migrants haïtiens mangeraient des chiens et des chats. Là, bon, je vous le dis tout de suite avant de vous emballer, c'était une pure invention. En fait, les autorités locales ont démenti directement le truc, sauf que le mal était fait. Et là, à la suite des propos de Trump, la ville de Springfield connaît un véritable mouvement de psychose collective. Là, les supporters de Trump paniquent, ils commencent alors à équiper leur logement, alors d'alarmes et de vidéosurveillance. D'ailleurs, certaines milices privées patrouillent dans les rues de la ville. Mais, en réalité, c'est plutôt du côté de la communauté haïtienne que la peur est présente. Tu m'étonnes. Parce que beaucoup d'Haïtiens sont victimes de violences racistes. Et ça va même jusqu'aux menaces de mort. Les gens avaient peur de se faire bouffer leurs chiens et leurs chats par les Haïtiens. Là, les lieux que les Haïtiens fréquentent, comme les supermarchés ou les écoles, eh bien, ils subissent des alertes à la bombe. Et même des fêtes communautaires des Haïtiens doivent être annulées. Parce que c'est trop dangereux, quoi. Mais le maire de la ville est également menacé de mort après avoir pris la défense des Haïtiens. Bref, vraiment, c'est l'exemple même d'une rumeur qui peut vraiment créer une psychose collective et générer des tensions sociales assez fortes. Mais heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Les camionnettes blanches. Alors, une autre rumeur a mis le feu aux poudres en banlieue parisienne en 2019. Et tout part d'une vieille légende urbaine qui traîne sur Internet. Parce que là, des gens de la communauté rome utiliseraient des camionnettes blanches pour enlever des enfants. Et ces enfants seraient ensuite exploités comme des esclaves ou victimes de trafic d'organes. Alors évidemment, spoiler, c'était du pur bullshit infondé. Mais bon, cette rumeur est quand même basée sur deux affaires d'enlèvement d'enfants tristement célèbres. Parce qu'il se trouve que les criminels Marc Dutroux et Michel Fourniret avaient effectivement enlevé de nombreux enfants à l'aide de camionnettes blanches dans les années 90. Mais en 2019, la rumeur va connaître un comeback et plusieurs groupes Facebook se mettent à lancer des alertes. Par exemple, une vidéo circule avec en légende deux Roms qui ont essayé de kidnapper une petite fille à Nanterre à bord de leur camion. Et à partir de là, certains décident de s'en prendre à toutes les personnes qui correspondent à celles décrites dans la vidéo. Par exemple, deux hommes roms vont ainsi se faire tabasser par une vingtaine de jeunes alors qu'ils roulaient dans un camion blanc. Et face à cette psychose collective, la préfecture de Paris a annoncé qu'aucun enlèvement d'enfants avec des camionnettes blanches n'a eu lieu récemment. Le nuage de Tchernobyl. Alors bon, je passe maintenant à un événement historique qui a marqué les mémoires. Et c'est tout simplement l'accident de Tchernobyl en 1986. Et pour rappel, cette année-là, un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine explose lors d'un test technique. L'incident conduit alors à la libération d'une grande quantité de produits radioactifs dans l'atmosphère. Et en tout, 200 000 personnes sont évacuées de la zone autour de la centrale. Là, les rejets radioactifs continuent pendant alors 10 jours. Ils forment un nuage radioactif qui se propage principalement sur toute l'Europe. Alors évidemment en France, même si on est un peu loin, les gens se mettent à paniquer de peur d'être contaminés par les pluies radioactives. Mais notre gouvernement essaie de rassurer en disant que non, tout va bien. La santé des Français n'est pas menacée et aucune élévation significative de la radioactivité n'est détectée. D'ailleurs, encore mieux, on a une présentatrice de la météo qui annonce qu'un anticyclone va protéger la France en repoussant le fameux nuage radioactif. C'est le bouclier français sans doute. Et du coup, bon, à l'époque, on attribue à tort aux autorités d'avoir déclaré que le nuage s'arrête à la frontière. C'était pas tout à fait ça, mais voilà, on l'a un peu mis comme ça quoi à la fin. Mais bon, il n'empêche même que pas mal de gens paniqués se ruent vers les pharmacies pour acheter de l'iode qui est censé protéger contre la radioactivité. Mais bon, au final, on le sait maintenant, c'est que le nuage a bien traversé l'est de la France, le Midi et la Corse. Et le vent aurait dispersé les particules radioactives, même sur le sol français. Mais néanmoins, la quantité qu'il y a eu dans l'air et sur le sol était inférieure au seuil d'alerte de danger pour la santé. Mais il y en a quand même eu. En tout cas, il n'empêche, toutes les assos continuent de dénoncer un mensonge d'État et ils estiment que les risques auraient été minimisés par le gouvernement pour éviter une panique générale. Bien, écoutez, maintenant qu'on a abordé les psychoses assez soft, on va dire, on va passer sous la surface et parler de pandémie et de clowns meurtriers. La grippe aviaire en 2004. Bon, peut-être que ça vous reviendra en tête, mais en 2004, il y a plus de 20 ans maintenant déjà en vrai, une épidémie de grippe aviaire touche l'Asie. Et il se trouve que c'est une maladie mortelle qui touche alors les oiseaux et décime des élevages entiers, notamment de poulets. Alors normalement, cette grippe n'est pas transmise à l'homme. Sauf que cette année-là, l'OMS lance une alerte après la constatation de 12 cas de contamination d'humains et 23 au Vietnam. Là, la nouvelle se propage rapidement dans les médias français et la rumeur d'une pandémie mondiale commence à se diffuser. Certains pensent même que c'est le retour de la grippe espagnole qui avait fait quand même 40 millions de morts en 1918, plus que la Première Guerre mondiale. À l'époque, d'ailleurs, certains Français étaient tellement inquiets qu'ils refusaient de manger du poulet.
Les plus anxieux sont les premiers atteints, non pas par le virus H5N1, mais par les effets de cette overdose d'informations. Ils y réagissent de deux manières qui ne s'opposent qu'en apparence. Certains fuient l'actualité, éteignent leur poste de radio ou de télévision et sautent les pages du journal qui leur parlent de maladies. D'autres tentent de se rassurer par la boulimie. Ils accumulent dépêches, résultats d'expertise et photographies. Ils sont secrètement convaincus qu'étant les mieux informés, ils seront peut-être les moins exposés à la pandémie. Bon, en réalité, les cas constatés étaient isolés, et c'était surtout des gens qui travaillaient dans des élevages de volailles. Parce que, en effet, comme faut le dire, mais les excréments des poulets ou même des canards contaminés ont tendance à sécher et à créer de la poussière dans l'air. Donc forcément, si on vit au milieu des volailles, il y a moyen qu'on respire ces poussières et qu'on puisse être contaminé à son tour. Mais bon, au final, la pandémie n'aura pas lieu. Et l'épidémie sera stoppée après l'abattage quand même de millions d'oiseaux en Asie. Les seringues au VIH. Alors dans la ville de Toronto au Canada, plusieurs jeunes femmes auraient subi des attaques à la seringue lors de soirées en 1998. Et elles auraient alors retrouvé dans leur poche un message noté sur un papier disant « Bienvenue dans le monde du sida ». Alors, je vous le cache pas, mais à l'époque, ça avait provoqué une peur généralisée dans la ville et même fait chuter la fréquentation des bars de toute la région. Mais les autorités n'ont aucune preuve de l'existence de tels faits. Parce qu'il se trouve que 2 ans après, une autre rumeur venue des États-Unis affirmait que des seringues contenant le virus du sida étaient dissimulées dans les sièges de cinéma. Autant dire que ça donne pas envie d'aller voir un film. Et en plus, en 2022, cette peur collective a refait surface en France, quand 1000 personnes quand même s'étaient plaintes d'avoir été piquées lors de festivals de musique ou même en boîte de nuit. J'étais en boîte de nuit pour une soirée étudiante lorsque, vers 1h du matin, je me suis sentie très mal. J'ai eu un voile noir d'un coup devant mes yeux, je suis sortie de la boîte et j'ai eu les jambes complètement coupées. Je suis tombée par terre, c'était très violent. J'ai pu reprendre mes esprits, mais c'était suffisamment fort et choquant pour que je sache tout de suite que j'avais été droguée. Je n'avais bu qu'un seul verre dans la soirée, aux alentours de 21h30, il y avait donc eu autre chose. Certaines de ces personnes piquées ont des vertiges ou même des vomissements, mais bon, les analyses ne montrent pas de contamination par des maladies. En tout cas, en 2025, pendant la fête de la musique, donc il n'y a pas longtemps, il y a un collectif de masculinistes qui menace de piquer des femmes pendant les festivités. Là, l'information, elle est diffusée en masse sur les réseaux sociaux pour avertir les femmes. Et résultat, tout le monde est dans un état de méfiance absolue. Chaque bousculade devient alors suspecte, on se méfie des autres groupes. Et au final, 145 personnes signalent des piqûres, mais bon, à ce jour, il n'y a aucune confirmation d'injection de produit. Ça reste quand même flippant. La guerre des mondes. En 1938, on a un certain réalisateur du nom de Orson Welles qui décide d'organiser un grand canular à la radio américaine qui s'appelle la CBS. Et son but à lui, c'est vraiment tout drôle, c'est de faire croire à une invasion extraterrestre qui était alors en cours aux États-Unis. Il écrit alors tout un scénario et il fait appel à des acteurs pour mettre en scène sa plaisanterie. Alors les auditeurs qui sont en train d'écouter leur petite radio, ils entendent un présentateur qui annonce qu'il y a une invasion imminente de Martiens. Et en même temps, pour rajouter de l'huile sur le feu, il y a des faux auditeurs qui appellent à la radio et qui sont paniqués. Mais tout ça, c'est dans le canular. Bon, suite à ça, en fait, on présente souvent cette histoire comme quelque chose qui a entraîné un vrai vent de panique dans l'ensemble du pays, à cause de la presse américaine. Et justement, le lendemain du canular, des journalistes ont volontairement exagéré la panique des auditeurs pour décrédibiliser les chaînes de radio concurrentes. D'ailleurs, ils ont même parlé d'émeutes et même de personnes paniquées qui auraient tenté de se suicider. Et le but, c'était surtout de se dire, regardez, les irresponsables de la radio, ils ont fait peur aux gens avec des fausses infos. Mais bon, en réalité, il se trouve que le soir de la diffusion du canular, le service de mesure d'audience avait interrogé 5000 personnes pour leur demander ce qu'elles écoutaient à la radio. Et ce soir-là, seulement 2% des personnes interrogées avaient écouté le fameux canular de Orson Welles. Et surtout, aucun commissariat ou même aucun hôpital n'avait signalé d'émeutes ou même de tentatives de suicide lors de la diffusion. Donc, ça a sans doute pas fait autant de bruit qu'on imagine. Panique à Cannes. Alors cette histoire-là, elle se déroule en août 2020, à Cannes. Et là, des gens profitent tranquillement de leur soirée sur la Croisette, donc sur la promenade le long de la mer, lorsque tout à coup, une rumeur de fusillade circule. Là, les patients se mettent alors à courir dans tous les sens pour se mettre à l'abri. Et ce mouvement de foule dégénère rapidement en panique généralisée. Les tables ont été renversées, les verres ont été cassés et les bouteilles étaient par terre. Il y avait des sacs et des chaussures partout sur le sol. Les gens sont rentrés, se réfugiés à l'intérieur, jusque dans la cuisine et les toilettes. Les gens pensaient que c'était comme il y a 2 ans, pendant l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais. C'était la panique. Ça a créé alors des bousculades qui ont été à l'origine de plus de 40 blessés. Et apparemment, tout serait parti de la plage privée de l'hôtel Barrière Majestic. Parce que quelqu'un aurait crié « coup de feu !» en faisant croire à un attentat. Vraiment une très mauvaise blague, quoi. Parce qu'au final, aucune arme n'est retrouvée et aucun coup de feu n'a été vraiment constaté par la police. Et là, en tout cas, le maire de Cannes, David Lisnard, a alors parlé d'un coup de folie collective. Les pare-brises de Bellingham.
Alors, l'histoire qui suit se déroule en 1954, dans la ville de Bellingham aux États-Unis. Et tout a commencé le jour où des conducteurs se sont mis à remarquer des petits impacts sur leur pare-brise. Alors pour certains, c'était juste des petits éclats, mais pour d'autres, c'était des fissures quand même plus grandes. Sauf que par un mystérieux hasard, les déclarations d'impact se sont multipliées cette année-là. Et là, 3000 pare-brises endommagés ont été signalés rien qu'au mois d'avril. Mais le pire, c'est qu'en fait, des signalements ont commencé à avoir lieu dans les villes voisines. Alors au départ, la police locale pensait que c'était le fait de petits voyous qui s'amusaient à tirer sur les voitures, avec des pistolets à billes ou même des lance-pierres. Sauf que, en vrai, avec l'augmentation du nombre de plaintes, cette explication ne tenait plus. Là, les médias locaux ont alors mis l'affaire en lumière et là, ça a été l'emballement général. Certains ont imaginé que c'était l'armée qui pouvait abîmer les pare-brises avec une arme secrète. Et du coup, les autorités ont mené une enquête et elles ont alors conclu que plus de 95% des impacts étaient en réalité présents depuis longtemps. En fait, c'est vraiment tout bête, mais les conducteurs, ils faisaient pas gaffe à ça. Sauf que quand on leur a dit qu'il y avait des petits impacts sur les voitures, forcément, là, ils se sont dit, putain, faut que j'aille voir ma voiture. Et ils ont vu des impacts qu'ils avaient pas vus avant. Et ils se sont mis alors, du coup, à penser que c'était tout récent. Et donc, ça a créé une psychose collective. Parfois, les choses peuvent apparaître vraiment sans raison. Bon, il est maintenant temps, je pense, de plonger dans les profondeurs de cet iceberg, avec des psychoses collectives particulièrement intrigantes, comme une étrange épidémie ou des voleurs d'organes. La disparition des sexes. En 1996, une rumeur vraiment chelou quand même, elle se propage dans les rues de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Parce qu'un jour, un collégien donne l'heure à un homme qui passe par là. Sauf que là, un camarade de classe le met alors en garde, en lui disant que donner l'heure à un inconnu, eh bien ça pourrait faire disparaître son sexe. Bon, là l'élève il est alors pris de panique et il se met alors à hurler que le passant lui a volé son sexe. Bon, à partir de là, alerté par les cris du jeune, toute une foule se rassemble et poursuit le passant. Et les jours suivants, des incidents similaires se produisent dans d'autres quartiers de Yaoundé. Et alors les médecins sont submergés de demandes pour constater les disparitions de sexe. Sauf que la rumeur, elle va enfler au point qu'une psychose collective se crée autour de ceux qu'on surnomme tueurs ou même voleurs de sexe. Certains profitent même de la situation pour arnaquer les gens en proposant des rançons pour retrouver les organes disparus. Vraiment, il y a eu un business qui s'est créé sur une psychose collective, quoi. Et d'ailleurs, certaines entreprises s'aperçoivent que leurs employés, eh bien, ils passent leur temps à vérifier si leurs organes génitaux sont bien présents. Mais pire, en fait, des bagarres éclatent et on se met alors à lyncher les soi-disant voleurs. Là, les autorités sont alors obligées d'intervenir, mais la police met plusieurs semaines avant de pouvoir calmer le jeu. Bon, évidemment, aucun vol de sexe n'a été constaté, sauf que la psychose collective était bien réelle. L'épidémie de fou rire de Tanganyika. Alors bon, vous avez sûrement dans votre entourage un ami ou même un membre de la famille dont le rire est assez communicatif. Alors vous savez, c'est ce moment où une personne rit et du coup même sans connaître la blague, vous vous mettez à rire aussi parce que c'est contagieux, quoi. Eh bien, prenez ça à l'échelle d'une ville et vous avez un petit aperçu de ce qui s'est passé à Tanganyika, qui aujourd'hui est connu comme la Tanzanie. Et cette histoire, en fait, elle commence en janvier 1962, lorsque 3 élèves du collège de Kashasha, qui est un pensionnat pour filles, se mettent à rire sans pouvoir s'arrêter. Et là, comme on dit que rire est contagieux, eh bien, elles finissent par transmettre leur rire à d'autres filles de l'établissement. Et en l'espace alors de quelques semaines, plusieurs centaines d'élèves sont touchés par cette mystérieuse épidémie. Et ça entraîne la fermeture du collège. Ça va hyper loin. Sauf que le problème, c'est que l'épidémie, elle gagne du terrain et elle atteint les villages voisins. Et alors, plusieurs centaines de personnes, principalement des femmes entre 12 et 18 ans, vont être touchées par des crises de rire, de pleurs. Et tout ça, ça va aller jusqu'à l'évanouissement. Bon, à partir de là, plusieurs toubibs vont prendre l'affaire en main. Ils vont alors au début penser à une intoxication alimentaire, mais ce sera plutôt la piste de la folie collective causée par le stress qui sera privilégiée. Au départ, ce n'était qu'une réaction de stress chez des élèves, mais l'affaire a vite pris de l'ampleur avec les médias. On parle souvent d'une épidémie de rire. Pourtant, ce n'était pas vraiment ça. Le rire n'était qu'un détail. En réalité, c'était surtout une forme de malaise collectif, comme une crise de nerfs à grande échelle, qu'on a exagéré au point d'en faire un mythe. Pour info, en fait, à l'époque, il y avait des petites raisons de stresser. Parce que la Tanzanie venait tout juste de signer son indépendance de la tutelle britannique. Et du coup, le contexte politique était un peu instable. C'était un peu compliqué, on savait pas sur quel pied danser. Et en plus, le pensionnat pour filles était un endroit excessivement strict, ce qui causait donc beaucoup de stress chez les élèves. Et du coup, le rire pouvait être perçu un petit peu comme une manière de se libérer de ses angoisses. Bon, au final, c'est un peu bizarre tout ça, on comprend pas très bien, mais l'épidémie s'arrêtera 1 an et demi plus tard, mais sans faire de victimes. Mais elle a néanmoins marqué les esprits. L'homme en noir du Pérou.
Alors, le collège Flores, qui est situé dans la petite ville de Tarapoto, au nord du Pérou, va se souvenir vraiment longtemps, je pense, de l'histoire que je vais vous raconter. Parce qu'en 2016, 80 élèves sont tombés subitement malades dans le collège. Là, les adolescents s'évanouissent, étaient pris de vomissements et certains sont même entrés en transe comme s'ils étaient possédés. Et surtout, en fait, la plupart disaient que les symptômes étaient apparus après avoir été poursuivis par un homme en noir avec une grande barbe. C'était un homme grand, tout de noir vêtu avec une grande barbe et j'avais l'impression qu'il essayait de m'étrangler. Mes amis disaient que je hurlais désespérément, mais je ne me souviens pas de grand-chose. On a vu une autre fille qui peinait à respirer en se tenant le cou et en appelant à l'aide. Alors faut quand même je vous le dise, mais le Pérou, en fait c'est un pays qui est très croyant. Et les autorités font appel, en plus des médecins, à des prêtres ou même des exorcistes pour aider les enfants. Et du coup, des prières collectives ont été organisées dans le collège pour guérir les enfants de, je cite, des cas de possession démoniaque contagieuse. Au final, aucun homme en noir n'a été vraiment retrouvé suite à cette histoire. Et les enfants ont fini par reprendre leurs esprits. Et cet homme en noir, c'est assez intriguant puisque ça me rappelle du coup une autre légende urbaine et c'est celle du Atman. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une entité un peu mystérieuse qui peut apparaître parfois quand on fait des paralyses du sommeil et qui est d'ailleurs entre guillemets le méchant en fait de Noisuli. En tout cas, à l'époque, plusieurs médias affirment qu'en vrai, les collégiens auraient juste paniqué après avoir fait une partie de Ouija. Et le Ouija, pour rappel, c'est un jeu avec une planche en bois et des lettres qu'on appelle pour invoquer des esprits. Mais bon, en tout cas, comme le collège était construit sur un ancien cimetière, tout était réuni pour créer une bonne psychose collective d'adolescents. Le gazeur fou de Mattoon. En 1944, dans la petite ville de Mattoon, aux États-Unis, on a un mystérieux personnage qui a semé la panique dans la population. En fait, un homme habillé en noir et portant une casquette se serait approché de plusieurs maisons pour asperger les occupants avec un gaz anesthésiant. Là, la première victime n'a pas vu son agresseur directement et elle a juste fait un malaise après avoir senti une forte odeur à sa fenêtre. J'ai d'abord remarqué une odeur nauséabonde et sucrée dans la chambre, mais à l'époque, j'ai pensé que ça pouvait provenir des fleurs à l'extérieur de la fenêtre. Mais l'odeur est devenue tellement entêtante, j'ai commencé à ressentir une paralysie des jambes et du bas du corps. Et du coup, c'est son mari qui, alors qu'il rentrait chez lui, a aperçu un rôdeur près de leur maison. Du coup, très vite, les cas de gazage se multiplient et plusieurs personnes témoignent. Et toutes racontent avoir eu des vomissements et puis des vertiges après que quelqu'un ait aspergé leur domicile avec du gaz. Là, les médias s'emparent de l'histoire et là, la peur gagne la ville face à ce qu'on appelle le gazeur fou de Mattoon. À partir de là, la police est submergée de fausses alertes de gens qui prétendent avoir été gazés. Et au final, les enquêteurs, malgré leurs recherches, ils ont vraiment rien trouvé qui puisse prouver l'existence du gazeur fou. En fait, les autorités pensent que les gens ont peut-être paniqué à cause d'odeurs provenant d'usines chimiques voisines. Mais quant à nous, il est à présent temps de plonger dans les grandes profondeurs. Parce que cette fois, on verra le cas d'un homme singe qui a terrorisé la capitale de l'Inde ou même d'étranges cas de possession. L'homme singe de New Delhi. Bon, je pense que vous connaissez le Yeti, vous connaissez aussi le Bigfoot, mais est-ce que vous connaissez Kala Bandar? Il se trouve que c'est le nom que donnent les Indiens à un mystérieux homme singe qui sème la panique à New Delhi en 2001. Parce que cette année-là, plusieurs personnes pensent apercevoir une créature mi-homme, mi-singe s'attaquer aux passants. Certains décrivent un grand singe, mais d'autres disent que c'est un homme déguisé en singe qui aurait fixé des ressorts à ses chaussures. Mais d'autres vont même jusqu'à affirmer qu'il a des griffes en fer et des yeux rouges qui brillent dans le noir. Bon là, très vite, l'information se diffuse dans la presse locale et un vent de panique s'empare des habitants. La police reçoit alors 400 appels pour signaler des attaques de l'homme singe. Et selon les rumeurs, il attaque des gens qui dorment sur les terrasses ou même sur les balcons des immeubles. Là, la rumeur provoque alors plusieurs accidents mortels. Par exemple, 3 personnes trouvent la mort en se jetant de leur balcon en étant persuadées d'avoir aperçu Kala Bandar. Mais dans un autre cas tragique, il y a une femme enceinte qui entend ses voisins crier que Kala Bandar est en train d'attaquer sur le toit de son immeuble. Là, paniquée, elle se précipite dans l'escalier pour fuir, mais elle chute et elle se blesse gravement sur la tête. Elle décède sur le coup. On a aussi 12 personnes qui sont même lynchées par la foule après avoir été soupçonnées d'être l'homme singe. Mais ça va loin parce qu'en fait, même la police indienne succombe à la psychose collective en promettant une récompense de 50 000 roupies, donc 500 € à quiconque qui mettra la main sur Kala Bandar. Bref, au total, 350 personnes disent avoir aperçu Kala Bandar et 60 personnes affirment avoir été blessées par l'une de ces attaques. Sauf que le plus fou dans cette histoire, c'est que les médecins constatent bien des blessures. Sauf que c'est juste des égratignures, vous voyez, superficielles et causées par des chats. Donc, à un moment, la police déclare que c'est une folie collective qui est due à la chaleur et aux coupures d'électricité assez fréquentes dans les quartiers pauvres de la ville. En gros, les gens ont simplement confondu des chats avec une créature monstrueuse à cause du manque de lumière. Ça peut aller loin. L'épidémie dansante de Strasbourg.
Alors, laissez-moi vous parler de l'histoire la plus farfelue de cet iceberg. Peut-être pas la pire, mais la plus bizarre. Et elle se déroule en 1518 dans la ville de Strasbourg. Parce qu'un beau jour, une femme se met à danser de manière intense dans les rues de la ville sans pouvoir s'arrêter. Et là, petit à petit, une poignée de passants décide de danser avec elle. Puis une cinquantaine, puis une centaine, puis plusieurs centaines. Une sorte de gigantesque transe collective s'empare alors de la ville. Les gens se mettent alors à danser jour et nuit pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il y a eu une interaction de plusieurs facteurs, parmi lesquels, éventuellement, un ou plusieurs cas neurologiques. J'ai émis l'hypothèse que la première personne à avoir dansé était atteinte de la chorée de Huntington, une maladie qui provoque des mouvements aléatoires. Mais pour l'effet de masse qui a suivi, je penserais plutôt à un effet d'entraînement, une contamination qui s'explique par le contexte historique de cette période remplie d'interdits, de superstitions et de misère. La danse a pu être une sorte de libérateur. Sauf que le problème, c'est que plusieurs personnes n'arrivent pas à s'arrêter, et elles finissent aussi par avoir des malaises, voire même par mourir. Et au final, un récit affirme même que 400 personnes seraient mortes d'épuisement à force de danser. Les possédés de Morzine. Bon, on part maintenant pour le petit village de Morzine en Haute-Savoie. Juste là, ça a l'air hyper mignon. Sauf que tout commence en 1957 alors qu'une jeune enfant appelée Péronne Tavernier sort de l'église. Mais là, après plusieurs heures, elle tombe inanimée sur un banc comme si elle était morte. Et plusieurs jours plus tard, elle s'évanouit à nouveau, mais cette fois, son amie Marie, elle s'évanouit également. Encore quelques jours après, le scénario se répète avec des dizaines de jeunes filles et ce phénomène va durer presque 15 ans. On comptera alors 150 personnes atteintes de ce qu'on appelle le mal de Morzine. Bon, au fil du temps, les cas s'aggravent et les femmes de tout âge se mettent alors à convulser, à hurler jusqu'aux hallucinations. Dans le village, on dit alors qu'elles sont possédées par le diable. D'ailleurs, lors du passage de l'évêque Monseigneur Magnin, les habitants lui demandent de pratiquer un exorcisme sur les femmes. Et en vrai, à son arrivée, les femmes possédées se mettent à l'agresser, à l'insulter et même à lui cracher au visage. Et on décide alors de faire venir des médecins qui diagnostiquent une hystérodémonopathie. Autrement dit, en fait, une sorte de folie causée par une possession démoniaque. Sauf qu'à l'époque, la psychiatrie est pas aussi développée et on fait alors juste intervenir la gendarmerie et toutes les femmes possédées sont alors placées de force dans des asiles. Et le mal de Morzine finit alors par disparaître de lui-même. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on va appeler ça une psychose collective, mais il y a quand même un doute là-dessus. Les aboyeuses de Josselin. Alors, il existe un autre épisode similaire aux possédés de Morzine. Et tout part d'une légende dans le village de Josselin, en Bretagne, au XVIIe siècle. Parce que là, 3 gamins se sont mis un jour à avoir des convulsions et à pousser des cris comparables à des aboiements. Là, on a alors fait boire ces 3 enfants à la fontaine de l'église du village, donc Notre-Dame de Roncier, qui était censée pouvoir guérir de tous les maux. Parce qu'à cette époque, en fait, cette église était considérée comme un lieu sacré qui avait été le témoin de nombreux miracles. Et en effet, les enfants furent mystérieusement guéris. Bon, après ça, plusieurs cas similaires touchant uniquement les femmes se produisent. Et comme chaque année, bien avant cet événement, un pèlerinage était organisé vers cette église pendant la Pentecôte. Mais suite à la guérison des enfants, plusieurs femmes venues des villages voisins vont participer au pèlerinage. Et le point commun de toutes ces femmes, c'est qu'elles arrivent devant l'église, elles se mettent à convulser, à hurler et à aboyer. Bon, là, elles étaient alors conduites de force jusqu'à la statue de Notre-Dame du Roncier, qu'elles devaient alors embrasser pour que la crise cesse, avant de boire l'eau de la fontaine. C'est très difficile d'expliquer le phénomène des aboyeuses, car nous ne possédons pas de témoignages d'aboyeuses. Nous n'avions que des regards extérieurs à cette société paysanne, comme des médecins ou des savants, qui vont coller des étiquettes comme épileptique, hystérique. Certains vont essayer de médicaliser le phénomène en oubliant qu'il y a un aspect culturel. Depuis très longtemps, il existe une place pour la folie et la violence, dans les pratiques de nombreux cultes régionaux en Europe. Chez les aboyeuses, le fait de s'identifier à des chiennes leur permet aussi d'exprimer leur rejet d'un monde brutal où leur corps et leur quotidien sont contrôlés. Là, les aboyeuses ont alors continué de faire leur apparition à chaque pèlerinage dans le village de Josselin pendant presque 2 siècles. 200 ans quand même, c'est abusé. Et du coup, la dernière aboyeuse a été entendue en 1953. Bref, maintenant, je pense qu'il est temps de descendre dans les abysses de cet iceberg pour y découvrir les sorcières de Salem ou encore une secte au destin funeste. Les sorcières de Salem. Bon, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà un peu cette histoire, parce qu'elle se déroule en plein hiver 1692, dans la ville de Salem aux États-Unis. Parce que là, 2 petites filles, Betty Paris et sa cousine Abigail Williams, jouent aux voyantes qui devinent l'avenir. Et quand soudain, Betty demande à l'une des servantes de son père, le révérend Samuel Paris, de leur apprendre à lire l'avenir. Là, une servante, une esclave du nom de Tituba, leur apprend 2-3 petits trucs, et elle retourne alors jouer toute seule. Mais peu de temps après, l'une d'entre elles dit qu'elle voit un fantôme et se met alors à paniquer.
À partir de là, dans les heures qui suivent, les deux enfants se mettent alors à parler une langue inconnue, à avoir des convulsions, voire même des hallucinations. Là, le père de Betty fait donc venir un médecin qui trouve alors pas la cause de leur délire et qui estime alors qu'elles sont peut-être possédées par le diable. Peut-être, on sait pas. Mais au fil des jours, d'autres filles de Salem se mettent à agir comme Betty et Abigail. Sauf que bon, à l'époque, les gens sont très croyants et on rigole vraiment pas avec le diable. Ce qui fait alors que le révérend Paris ordonne à sa fille et à sa nièce de dénoncer qui les a ensorcelées. Et là, les filles, comme elles n'ont pas envie d'avouer que ce sont elles-mêmes qui jouaient aux sorcières, elles vont accuser alors 3 femmes. Et parmi elles, il y aura une mendiante, une vieille dame un peu bizarre et la fameuse servante Tituba qui vont alors illico être mis en prison. Sauf que les crises vont se poursuivre et Betty et Abigail dénoncent alors de manière random plein d'autres femmes. Et là, le gouvernement de la colonie du Massachusetts décide alors d'établir un tribunal pour juger les procès en sorcellerie qui se multiplient. Mais très vite, la situation devient incontrôlable. Tout le monde accuse tout le monde sans preuve, juste à cause de vieilles rivalités et tous les habitants deviennent alors suspects. Là, la peur et les rumeurs contaminent alors toute la communauté pour se transformer en une véritable psychose collective. Tout au long de l'histoire, les croyances en la sorcellerie ont servi à expliquer des malheurs personnels ou des maladies mystérieuses. La peur peut pousser les gens à s'en prendre à leurs voisins et le malheur peut les inciter à chercher des boucs émissaires. Dans des villes comme Salem, il y avait des voisins rancuniers et des chefs religieux désireux de renouer avec la foi et l'autorité religieuse. À cette époque, la colonie est menacée par les attaques d'Amérindiens ou de Français. Salem était en proie à la peur et à l'anxiété. En tout cas, on estime que 150 personnes ont été suspectées, voire emprisonnées, et 19 personnes ont été pendues après avoir été accusées de sorcellerie. Les derniers procès ont eu lieu en mai 1693, et ce qui a mis fin alors à la chasse aux sorcières. Heaven's Gate. Bon, à partir de maintenant, je vous le dis, on va aborder des événements plus sombres, qui pourraient peut-être heurter la sensibilité de certains. Du coup, accrochez-vous pour cette psychose collective qui réunit la Bible, les extraterrestres et les fans de Star Trek. Parce que dans les années 1970, 2 Américains, un certain Marshall Applewhite et Bonnie Nettle, décident de fonder leur propre secte qu'ils vont appeler Heaven's Gate, donc les portes du paradis. Ils auraient alors une révélation mystique leur faisant croire qu'ils allaient sauver l'humanité de l'apocalypse. Alors bon, c'est difficile de résumer leur doctrine, mais en gros, ils croyaient que les humains pouvaient être transformés en une sorte d'humain robot. Et cette nouvelle version d'eux-mêmes serait alors capable de se détacher de leur passé, de leur famille ou même de leur relation amoureuse. Et surtout, c'est en suivant leurs règles que les adeptes de leur secte allaient pouvoir rejoindre un vaisseau spatial extraterrestre qui les sauverait de la fin du monde. Et du coup, Marshall et Bonnie se sont mis à recruter des candidats parmi des gens issus de milieux variés. Alors pas uniquement des personnes vulnérables, comme c'est le cas dans beaucoup de sectes. Et du coup, avec les débuts d'Internet dans les années 80, ils vont se mettre à recruter des adeptes sur des forums et notamment chez les fans de Star Trek. Sauf qu'entre-temps, Bonnie meurt en 1985 et Marshall décide alors de modifier un petit peu les règles de la secte. Là, il explique alors aux adeptes que Bonnie n'est pas morte. Elle réussit à sauver son âme en mourant et que si eux, ils veulent aussi atteindre les fameuses portes du paradis, ils devront faire de même. Et du coup, en 1997, il trouve l'occasion parfaite lors du passage de la comète Hale-Bopp près de la Terre. Parce que selon lui, le fameux vaisseau spatial venu sauver les humains se trouve caché dans la queue de la comète. C'est quand même hyper pratique. Et du coup, Marshall et 39 adeptes de la secte se réunissent alors dans une maison de San Diego pour le grand départ. Ils vont alors tous s'habiller avec des sortes d'uniformes noirs avec un blason sur lesquels il est écrit Away Team, l'équipe de départ quoi. Et là alors, par vague, ils se donnent la mort en avalant du poison mélangé à de la vodka et de la compote de pommes, tout en s'asphyxiant avec un sac plastique noué sur la tête, au cas où on n'est jamais trop sûr. Bon, quelques temps après, sur place, lorsque les policiers arrivent, ils vont alors découvrir tous ces corps et ils ne vont constater aucune trace de lutte. Pas de sang, pas d'armes, rien du tout. Juste des corps assoupis. Et du coup, les adeptes se sont alors suicidés. Ils en concluent par une pure folie collective. J'ai entendu à la radio un discours étrange venant d'une secte. Il disait qu'un vaisseau spatial allait suivre la comète. J'ai dit à un collègue que nous allions probablement assister à des à cause de cette comète. Le plus triste, c'est que je n'étais même pas surpris. Les comètes sont des objets charmants, mais elles n'ont pas de signification apocalyptique. Mais tout ne se finit pas là, puisque les rares membres de la secte qui n'ont pas participé au collectif continuent d'alimenter le site internet de la secte. Ils vont alors se contenter de répondre aux questions spirituelles et de vendre des copies du livre avec toute la doctrine de la secte pour la modique somme de 45 $. C'est cadeau. Bon, heureusement, ils n'incitent pas les gens qui viennent leur parler à faire pareil que Marshall et puis ses adeptes. Bûcher de faillité.
Alors, puisqu'on reste sur le paradis, là je vous amène dans un petit coin de paradis qui s'est transformé en enfer. Parce que cette histoire se déroule sur l'atoll de Fa'aité, qui est une île en Polynésie française. Parce qu'un beau jour de l'année 1987, 3 mystérieuses femmes venues de Tahiti débarquent sur l'île. En fait, ce sont des oratrices d'un mouvement catholique appelé Renouveau Charismatique. Et là, leur but, c'est de prêcher la bonne parole auprès des habitants de l'atoll pour les convaincre de rejoindre leur mouvement religieux. Et parmi ces femmes se trouve une certaine Sylvia, qui était connue pour avoir des visions mystiques et entrer en transe. Et c'est alors suite à une vision où elle aurait vu la disparition de l'atoll de Fa'aité sous les eaux qu'elle aurait décidé de s'y rendre pour sauver les habitants. Là, arrivée sur place, Sylvia organise des prêches et des prières publiques. Parce que selon elle, les habitants doivent se repentir pour éviter que la prophétie ne se réalise. Là, elle profite alors de l'absence du maire qui est en déplacement à Tahiti pour laver le cerveau de la population. Là, les habitants se mettent alors à prier en permanence. Et les moindres erreurs morales sont condamnées et les gens sont alors obligés d'aller se confesser. Sylvia va alors former 7 personnes chargées d'être ses disciples. Elle va alors leur apprendre des dons de guérison et de voyance et un beau jour, elle monte à bord d'un bateau et elle s'en va, en léguant son pouvoir religieux à ses 7 disciples chargés d'appliquer ces règles auprès des habitants de Fa'aité. Sauf que 2 jours après son départ, une jeune ado de 14 ans et une femme du village se plaignent d'être possédées. Là, les disciples de Sylvia décident alors d'organiser des prières collectives pour les guérir, mais il n'y a rien qui fonctionne. Et du coup, aux yeux des disciples, Fa'aité est maudite et les habitants sont possédés par le démon. Et c'est alors là le début d'une folie collective. Les gens se mettent alors à traquer les possédés comme des sorcières. Et d'ailleurs, l'adjoint au maire, qui s'était moqué de leur fanatisme, fut la première victime. En fait, il s'est fait lyncher par une bande de jeunes qui lui ont enfoncé un crucifix dans l'œil avant de jeter son corps dans le feu. Ils m'ont indiqué qu'il y avait eu un premier décès suivi d'un feu pour brûler son corps. Je ne les ai pas vraiment pris au sérieux, mais ma consoeur avait les larmes aux yeux, alors je me suis rendu sur place. À 100 mètres, je voyais déjà des flammes. Évidemment, on a été pris de panique. Le lendemain, je suis allé jusqu'à la poste, là où se trouvait le seul téléphone de l'île, pour avertir la femme du maire. Puis le téléphone a été coupé. Les jeunes m'ont averti par la suite de ne pas me mêler de ces affaires. Bon, en tout cas, les fanatiques vont persécuter la population durant 3 nuits, et 6 personnes vont être assassinées et brûlées sur les bûchers. Du coup, cette folie meurtrière va cesser à l'arrivée d'un bateau de gendarmerie transportant aussi le maire du village revenu de Tahiti en urgence. Mais bon, quand même, au final, 24 personnes vont être condamnées à des peines de 4 à 14 ans de prison. Donc, histoire assez folle, quoi. Mais on est loin d'avoir fini, puisque on arrive à présent dans le dernier niveau qui est celui des ténèbres. Et là, on va voir en fait des cas de psychose collective entraînant des violences meurtrières jusqu'au bain de sang. Le lynchage de Haute-Faille. Bon, on part maintenant pour le petit village de Haute-Faille en Dordogne, dans le sud-ouest donc de la France. Juste là. C'est waouh, superbe. En fait, c'est là-bas que s'est déroulé un fait divers tragique qui a conféré à ce village le surnom de village des cannibales. Il y a plus sympa pour amener les touristes. En tout cas, l'histoire se passe en 1870, alors que la France est en guerre avec la Prusse, en gros l'Allemagne actuelle, quoi. Et là, une foire agricole est organisée au village de Haute-Faille. Et on va avoir un jeune notable du nom de Alain de Monéis qui décide d'aller y faire un tour. Et du coup, ce jour-là, il fait particulièrement chaud et les habitants et les artisans du village boivent beaucoup d'alcool. Et quand Alain arrive sur place, il se fait interpeller par un groupe de jeunes hommes. Là, ces derniers affirment alors que son cousin vient de s'enfuir de la foire après avoir crié « Ah bah Napoléon, vive la République !» Faut pas dire ça. En gros, en fait, ça signifie qu'à l'époque, son cousin aurait été pour la défaite de Napoléon III et aussi de la France face aux Prussiens. Mais à ce moment-là, on est en guerre et c'est Napoléon qui est aux commandes, donc ça le fait pas. Sauf que Alain, il refuse de croire que son cousin aurait dit ça. Et du coup, les esprits s'échauffent. Et rapidement, il y a un attroupement de jeunes hommes qui se crée autour de lui. On se met alors à l'accuser d'être un espion pour le compte des Prussiens et il se fait alors lyncher. Là, la rumeur se propage alors dans le village et la foule accourt qui est alors complètement envahie par une sorte de fureur collective. Là, un certain Chambord prend alors la tête de la foule et propose tout simplement de pendre Alain. Rapide, efficace. Sauf que avant ça, avant de le pendre, il veut le faire souffrir et il veut l'enfermer dans un atelier pour le torturer. Là, le curé du village, mais aussi le maire, ainsi qu'un serviteur de la famille, tentent de sauver Alain. Sauf qu'ils n'ont pas le temps puisque un homme lui porte un coup mortel à la nuque. Et là, c'est parti. La foule continue de s'acharner sur le cadavre d'Alain. Là, on va alors traîner son corps par les pieds dans les rues jusqu'à une mare asséchée. Et alors, Chambord, il va ordonner qu'on amène des bottes de foin et des fagots de bois pour mettre le feu au cadavre. Et le corps d'Alain finit alors brûlé. Bon, la nuit passe et le lendemain, la nouvelle se diffuse dans la presse locale qui décrit les villageois comme cannibales. En fait, cette rumeur viendrait d'une phrase qui aurait été prononcée par le maire d'Haute-Faille, qui était à ce moment-là totalement résigné face aux habitants qui voulaient brûler le corps d'Alain, alors que lui, il voulait le sauver. En fait, il leur aurait dit « Faites ce que vous voulez, mangez-le d'ailleurs si vous voulez ». Après ça, il a contesté, mais le mal était fait. Et quoi qu'il en soit, en fait, les gendarmes procèdent à une 50aine d'arrestations. Et au total, 21 personnes seront reconnues coupables du lynchage et de l'assassinat d'Alain. Donc, quand même, là-dedans, 4 seront exécutés
par guillotine. Les suicidés de Demmin. Alors, après le suicide d'Hitler à Berlin en 1945, eh bien c'est tout le Troisième Reich qui s'effondre. Là, les armées allemandes tentent alors de repousser l'armée rouge venant de l'URSS qui se dirige vers la capitale. Et au même moment, au nord, la petite ville de Demmin est aussi menacée par l'arrivée imminente de l'armée rouge. Donc les communistes, tout ça quoi. Là, la ville constitue alors un point stratégique car elle se situe à la confluence de 3 rivières. Là, l'armée allemande décide alors de faire sauter les 3 ponts de la ville qui permettent de traverser les rivières pour retarder l'armée russe. Les habitants alors donc de Demmin sont alors pris au piège et ils se cachent dans leur cave. Mais la situation dégénère lorsque les Russes entrent dans la ville. Parce que là, très vite, les Russes, ils mettent le feu à plusieurs bâtiments et ils créent un gigantesque incendie dans la ville. Ils ont pas l'air contents. Et alors, emportés par une sorte de folie guerrière et une consommation assez abusée d'alcool, ils vont se mettre à piller les maisons, mais aussi à violer les femmes. Là, la panique gagne alors les habitants qui sont terrorisés de subir le même sort. Et là, totalement désespérés, plusieurs personnes, notamment des femmes et des enfants, décident alors de se donner la mort en se jetant dans les rivières. Ma mère aussi a été violée. Et puis, elle s'est précipitée vers la Tolance, résolument prête à y sauter. Mes frères et sœurs n'ont compris que bien plus tard que je l'avais retenue, que je l'avais tirée de ce qu'on pourrait appeler un état de transe pour l'empêcher de sauter. On disait aux enfants « Voulez-vous continuer à vivre ?» Et ils répondaient « Non, nous ne voulons plus vivre ». Ça donnait la chair de poule même aux Russes. On a même vu des Russes qui essayaient de sortir les gens ou de les retenir. Mais la population était extrêmement paniquée. Là, quelques jours après, le calme revient dans la ville. Et les soldats russes cessent leurs sévices et les incendies finissent par être maîtrisés. Mais bon, les historiens estiment qu'il y a eu entre 700 et 1200 morts de la sorte. Et en réalité, Demmin n'était hélas qu'un cas parmi d'autres. En fait, durant les derniers mois de la guerre, de nombreux Allemands se sont suicidés. Parce que d'un côté, le régime du Reich obligeait certains soldats et officiers à se tuer s'ils étaient sur le point d'être capturés par les ennemis. Et de l'autre, les soviétiques commettaient des crimes qui terrorisaient la population. Du coup, on estime qu'en tout, 100 000 femmes allemandes se sont ôtées la vie suite à des abus sexuels commis par des soldats de l'armée rouge. C'est énorme. Le pogrom de Strasbourg. Alors, on termine par une histoire qui se déroule en 1349 pendant la Saint-Valentin, mais qui est pas du tout romantique. Et en fait, pour bien comprendre les faits assez horribles là qui vont suivre, faut quand même d'abord que je vous explique le contexte dans lequel les Juifs vivaient à l'époque. En fait, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les Juifs étaient souvent mis à part par la société. Les gens étaient très croyants et accusaient historiquement le peuple juif du meurtre de Jésus. Résultat, ces derniers étaient accusés sans preuve de crimes, même de vols en tout genre. Bref, vous l'avez compris, en fait, les Juifs n'étaient pas super bien traités. Et donc, ils ont souvent subi des persécutions et des massacres dans toute l'Europe au Moyen-Âge. D'ailleurs, on appelle ces massacres des pogroms. Donc, c'est du russe et ça veut dire pillage-destruction. Mais dans certaines villes, dont Strasbourg, les Juifs étaient protégés en échange de lourdes taxes. Et du coup, on en arrive à notre histoire. En 1349, la peste noire s'abat sur le continent et fait vraiment beaucoup de morts. C'était une méga hécatombe. Et à l'époque, en fait, les toubibs, les médecins, ils croient que la peste, elle se diffuse à travers l'eau. Et donc, ce climat de peur, il offre un prétexte parfait à ceux qui détestent la communauté juive. Parce que c'est simple, les Juifs vont être accusés d'avoir empoisonné les puits, les fontaines et tous les points d'eau afin de propager la peste. Et à cette date, il se trouve que la ville de Strasbourg n'a pas encore été touchée par la peste. Mais les habitants vont paniquer et la peur se répand comme une maladie contagieuse. Et donc le 14 février, jour de la Saint-Valentin, la peur se transforme en haine. Et la foule s'organise et là, c'est la folie collective. En fait, ils se rendent dans le quartier juif et ils vont alors obliger tous les Juifs à sortir de chez eux. Et ce jour-là, alors les Juifs vont être frappés et certains sont égorgés. D'ailleurs, pire que ça, mais les survivants sont traînés jusqu'au cimetière juif et brûlés vifs. Au total, en fait, on estime à 2000 le nombre de juifs qui furent massacrés dans ce qui sera appelé le pogrom de Strasbourg. Et les rares survivants sont des enfants ou des femmes qui ont accepté de renier la religion juive. Et d'ailleurs, dans tout ça, le plus improbable, c'est que finalement, la peste noire, c'était juste un prétexte. En fait, il se trouve que la plupart du temps, dans les villes qui accueillaient les juifs, les juifs étaient chargés de gérer les prêts d'argent, quoi. Et pour garantir le remboursement, les prêteurs juifs devaient être stricts et réclamer les dettes rapidement. Ce qui crée des conflits avec ceux qui devaient de l'argent. Parce que si les personnes ne peuvent pas rendre l'argent et que les juifs les réclament, il y a des petits tracas, quoi. Sauf qu'évidemment, quand on massacre tous les juifs qui sont censés en fait vous réclamer de l'argent qui vous ont prêté, il n'y a plus de dettes. Et donc certains historiens pensent que ce massacre des juifs était une vengeance suite à des petits désaccords financiers. Et donc à Strasbourg, ce jour-là, ce n'est pas la peste qui a causé des morts, mais bien des hommes en proie à une psychose collective très violente.
Et donc voilà, on arrive à la fin de cet iceberg. Ouais, je sais, ça fait pas mal de lumière. Si vous avez d'autres psychoses collectives que vous voulez partager, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas aussi à aller checker l'offre de notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien en description. Pour rappel, vous bénéficiez de 4 mois offerts et de 83% de réduction, le tout avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. C'est peut-être pour vous la solution idéale pour protéger votre vie privée, débloquer des contenus exclusifs et faire des économies sur Internet. Mais avant de vous laisser, laissez-moi vous raconter une histoire qui remonte aux guerres d'Italie. Parce que ces conflits ont opposé le royaume de France et ceux de Naples et de Milan entre le 15e et le 16e siècle. Et là, 800 soldats français épuisés décident de passer la nuit dans une abbaye que les habitants qualifient comme hantée. Et en pleine nuit, plusieurs soldats sont réveillés en panique en affirmant avoir été attaqués par un gros chien démoniaque. Là, les médecins ont alors étudié cette histoire et ils ont estimé qu'il s'agissait d'une hallucination collective due à la fatigue. Finalement, une sorte de rêverie collective en l'espace d'une nuit, comme on peut en trouver pas mal de fois dans Noisuli qui sortira très prochainement. En attendant, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.